Bon, on va démarrer. Je pense que vous m'entendez bien. Donc, je suis Bertrand Oui, Lou. Je travaille chez Guizio Digital. On organise les meet-up Open Transport depuis quelques années maintenant. Et donc, je vais introduire ce meet-up. Est-ce que vous voyez le programme du oui, meet-up? oui, Ouais. oui, c'est bon. Donc ce soir, on a 5 sujets. Après mon introduction, on démarrera avec Laure Wagner d'un kilomètre à pied qui va nous parler de plans de mobilité, plans de déplacement entreprise. On va enchaîner avec Christine Tartanson et Olivier Dion de OneCube pour parler portabilité de données, données personnelles et mobilité. Et puis ensuite, l'intermodalité pour faciliter la mobilité des touristes avec Tic Tac Trip et Nicolas Messager. Ensuite, on enchaînera avec Olivier Maff qui nous présentera la plateforme Le Taxi, le registre de preuves de disponibilité des taxis en France. Et on terminera avec Maël Thomas de la Fabrique des Mobilités sur un projet très original autour du vélo, vélo libre, pour designer et faire son propre vélo sur le même modèle que l'open source. Alors, donc, comme je vous disais, les Meetup Open Transport, c'est une aventure qui a démarré en 2013. En fait, au début, ça s'appelait les Meetup Navicia. Et pourquoi Guizio Digital s'est mis à organiser ces Meetup? Alors, d'abord parce qu'à cette époque-là, on a passé Navicia, qui est notre calculateur d'itinéraire multimodal en open source. Et la volonté, c'était de rencontrer les gens qui l'utilisaient à travers l'API navicia.io ou directement sur l'open source. Donc, on faisait des Meetup Navicia dans des bars avec de la bière, comme vous le voyez. Et puis, petit à petit, ces meet-up qui rassemblaient 15-20 personnes sont devenus les plus gros meet-up qu'on a organisés à la Fondation Mozilla et dans tout un tas d'autres salles dédiées au numérique, à la mobilité ou à l'innovation. Alors, on a commencé à en faire beaucoup à Paris. Et puis, petit à petit, on en a fait dans d'autres villes en France. Vous voyez les petits points sur la carte de France. On en a fait deux, un à Bruxelles l'an passé et un à Londres en début d'année. Et dès qu'on pourra se redéplacer, on se redéplacera pour faire des meet-up. Il y a des meet-up qui existent aussi en Allemagne, qui sont organisés par une équipe allemande, qui s'appelle aussi les meet-up Open Transport, sur le même modèle. Donc, ce n'est pas du tout une marque déposée. N'importe qui peut organiser des meet-up Open Transport. Et plus il y aura des gens pour les organiser, et mieux ça sera pour porter en fait le même message autour de l'innovation ouverte et collaborative. Donc, c'est bien ça le message, c'est de mettre en valeur en fait des projets qui réutilisent des données open data ou qui en produisent ou qui utilisent de l'open source, donc qui sont dans une logique d'intelligence collective et plutôt ouverte et collaborative. Donc on parle beaucoup d'usage et de commun dans ces meet-up, sans non plus, en essayant d'être pas trop sectaire et en restant ouvert au maximum. On les co-organise beaucoup avec la Fabrique des Mobilités et vous retrouvez sur le wiki de la Fabrique des Mobilités, vous avez l'adresse en bas, tous les meet-up qu'on a organisés depuis 2014. Et à chaque fois, on essaye de documenter, c'est-à-dire de mettre les présentations à disposition via des liens SlideShare et de vraiment faire en sorte que la culture et l'information soient diffusées au maximum sur Internet. Donc, comme je vous le disais, ces histoires de meet-up, c'est plus un événement communautaire, même si je m'occupe de la communication chez Guizio Digital. L'objectif, c'est pas un événement de communication de Guizio Digital. Ça arrive qu'on parle de nous, et c'est pas mal non plus, mais c'est vraiment un événement communautaire qu'on fait avec plein d'autres gens selon l'endroit où on l'organise. On l'a organisé avec Maestro Mobile quand on l'a fait à Bruxelles. On l'a organisé avec Stéphane Schulz quand on l'a fait à Rennes. Donc, à chaque fois, on essaie d'avoir des gens en local qui nous aident aussi à trouver un lieu, à monter l'événement. Donc, c'est vraiment une histoire un peu comme l'open source où on a une communauté de gens qui aident et qui contribuent. Voilà, j'en ai fini. Je vais laisser la main maintenant
à la première présentation. Donc, c'est Laure. Oui, j'arrive. Je prends la main. Et je vais couper mon micro. Hop, ça marche. Hop, et hop. Oups, spoiler. Eh ben, bonjour à tous, donc je m'appelle Laure Wagner et je suis la fondatrice de 1 km à pied, qui est un accélérateur de démobilité durable. Et vous allez le voir, on pousse évidemment pour la mobilité durable, mais même à la réduction du besoin. Et donc j'ai ajouté, grâce à la data transport pour ce soir, puisque vous allez voir, c'est vraiment grâce à ça qu'on espère aller plus vite. Oula, je relis ça, voilà. Donc l'équipe, elle est assez réduite pour l'instant. Voici mon associé Waiki, qui lui est vraiment le développeur de la plateforme. Et puis actuellement, on a 3 stagiaires qui nous aident dans cette mission. Mais on s'est lancé en janvier, voilà, c'est notre première année d'existence. Moi, je suis une ancienne de Blablacar. Et justement, j'avais fait j'avais fait une publication en open data quand j'étais chez Blablacar. J'avais sorti la première carte nationale des aires de covoiturage. Ça avait été un gros boulot. Et donc, je me suis pas mal rapprochée des acteurs, réalisé qu'on peut faire plein de choses avec l'open data. Et ça a contribué à ce que je crée 1 km à pied après. L'origine du projet, c'est vraiment le climat. C'est ce qui m'anime à la base. Je suis vraiment en mode urgence climatique. Sachant qu'en plus, la voiture, c'est un gros bloc. Si on prend donc la France, vous voyez, un tiers, le gros bloc bleu, c'est les transports. Et quand on regarde dans le détail des transports, c'est la voiture particulière qui pèse le plus lourd. Et en plus, les trajets domicile-travail structurent tout le reste. Donc, il était vraiment important pour moi de continuer à travailler sur ce thème-là. Les trajets domicile-travail aujourd'hui, c'est ça. C'est 16 km en moyenne à l'aller. Donc, c'est une moyenne française. C'est trop long pour être marchable ou cyclable. Donc, 75% des actifs français font toujours leur trajet domicile-travail en voiture. Alors là, selon les études, vous avez peut-être plutôt 70 en tête, selon l'INSEE, 74 selon l'IFOP. Bon, j'ai mis le pire, mais bref, on est toujours au-dessus de 70. Et la fréquence, c'est toujours traditionnellement 5 jours par semaine. Donc, les problèmes qu'on veut résoudre, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir compter sur le télétravail pour réduire l'impact des trajets, puisqu'en fait, peu d'actifs peuvent télétravailler. Il n'y a qu'un quart des actifs français qui sont éligibles, dont le poste, dont le métier, en fait, est faisable à la maison, comme certainement nous là. 14% sont difficilement éligibles, mais certains d'entre eux ont pu, par exemple pendant le confinement, faire quelques jours de télétravail, même si leur activité était stoppée. Mais la majorité n'est pas du tout éligible, donc dans le transport, l'énergie, la propreté, l'hôtellerie-restauration, santé, vieillesse, etc. Ça correspond, c'est une étude qui date d'avant le confinement, mais pendant le confinement, on disait bien qu'il y avait 8 millions d'actifs français en télétravail, donc ce qui correspond au premier bloc gris et un petit peu du deuxième. Et quand on voit ça, on se dit que du coup, il faut absolument réduire les trajets, puisque ce n'est pas le télétravail qui va réduire la chose. Et donc, il faut absolument anticiper, puisqu'on a cette triple crise climatique, économique et pénurie de pétrole annoncée par l'Agence internationale de l'énergie dès 2025. Il y aura plus de demandes que d'offres. J'ai un article de blog sur, sur mon site si vous souhaitez creuser le sujet. Et donc, oui, voilà, danger, attention, les employés de terrain non éligibles au télétravail vont avoir de plus en plus de mal à venir de loin. Et malgré le contexte, seulement 8% des entreprises ont fait leur plan de mobilité. Alors, un chouïa plus, parce que ce chiffre date déjà un petit peu. D'où la loi d'orientation des mobilités qui incite à faire un plan de mobilité employeur à partir de 50 personnes sur un site et à négocier le montant du forfait mobilité durable avec les représentants du personnel, le CSE. Et donc, c'est un forfait à négocier entre 0 et 500 euros par an par salarié. Enfin, là, c'est toujours 400 euros, ça passe à 500 euros en janvier. Le plafond a été rehaussé. Sauf que s'il y a 20 cabinets en France spécialisés dans les plans de mobilité qui font 15 plans de mobilité par an, à peu près, hein, c'est ce qu'ils font, il faudra 233 ans pour appliquer la LOM, voilà, sur les 70 000 sites en France de plus de 50 salariés. Donc, il fallait trouver une autre méthodologie. Et donc, notre mission, c'est justement d'aller vers la démobilité et de construire le monde de demain, ou le monde d'aujourd'hui tout de suite, en fait, où un maximum de salariés pourraient travailler à 1 km à pied de leur domicile pour réduire les émissions de CO2 tout de suite et créer des bassins de vie résilients. Et donc passer d'un paradigme de 16 km en voiture à 1 km à pied. Donc on n'est pas du tout une appli de marche, c'est juste notre vision du futur de la mobilité. On n'est pas branché drone et voiture autonome, on est plutôt branché frugalité et résilience.
Et donc, non seulement ça, mais en 48 heures. C'est-à-dire que sur la base d'un fichier Excel, tout bête, du fichier du personnel, on est capable de faire un diagnostic des trajets complet, donc tout ce que vous pouvez imaginer vouloir savoir sur les trajets actuels, mais aussi chiffrer le plan de mobilité employeur. Donc, chaque action d'un plan de mobilité classique va être chiffrée, voir qui correspond à quoi. Combien de salariés pourraient basculer justement sur les transports en commun ou sur le vélo, etc. Grâce à l'open data. Et puis enfin, identifier, troisième étape, les rapprochements domicile-travail. Donc, comme ce petit bonhomme rouge là en haut à droite, qui est un employé de terrain qui travaille sur l'établissement rouge actuellement, alors qu'il a un établissement de son employeur plus près de chez lui, là, l'établissement vert. Donc lui, il n'est pas bête, il le sait bien, il passe devant, donc il est au courant. Mais c'est l'employeur qui n'a pas la vue d'ensemble et qui n'a pas d'alerte à chaque fois qu'un poste se libère sur l'établissement vert. Il n'y a pas d'alerte qui est envoyée au petit bonhomme rouge pour lui proposer de se rapprocher et de gagner en qualité de vie, et gagner en plein de choses et réduire par la même occasion l'impact carbone du trajet. Concrètement, comment ça marche ? L'employeur à gauche, qui peut être un employeur public, privé, monosite, multisite, peu importe, va signer un contrat RGPD avec nous pour avoir le droit d'uploader son fichier RH dans lequel il y aura à minima l'adresse de domicile, l'adresse de travail, s'il y a une prime transport, s'il y a une voiture de fonction, s'il y a déjà de l'IKV avant et donc du forfait mobilité durable donné pour le vélo. Et avec ces données, nous, on se débrouille pour identifier le trajet de chacun et qu'on va calculer avec Google Maps pour les trajets en voiture. Hop. Navicia, en plein dans le mille, pour calculer tous les trajets en transport en commun et GeoVélo pour calculer les trajets à vélo. Mais c'est pas tout. Ceux qui viennent en voiture, on va justement, grâce à Navicia, être capable de calculer son trajet pour voir si en fait il a un trajet potentiel en transport en commun. Et de la même manière, quelqu'un qui vient en voiture, on va calculer son trajet à vélo avec GeoVélo et on verra bien, on pourra juger de la pertinence du report modal ou pas. On a créé un diagnostic automatisé et ce qui nous permet de livrer tout ça, tous les résultats en 24 heures si le fichier est super bien fait et 48 heures s'il faut qu'on reformate un petit peu tout le fichier. Voilà. Grâce à ça, je ne sais pas si vous voyez la bande noire au-dessus, là, moi qui me. Bref, je ne sais pas si vous la voyez, ça cache le titre, mais bon. Donc, on accélère la démarche, puisque traditionnellement, depuis 15 ans que je suis dans la mobilité durable, les plans de mobilité se faisaient de cette manière-là. C'était une grosse enquête. On posait 40 questions à tout le monde. Ça prenait vraiment beaucoup de temps. Il fallait relancer, faire des animations à la cantine, tout ça pour supplier les gens de répondre à l'enquête. Pour 30-40% de répondants. Donc, quand ce n'est pas exhaustif, c'est forcément biaisé. Ensuite, il fallait du coup analyser tout ça, mettre en forme, le rendre intelligible et décider de comment on priorise, qu'est-ce qu'on fait de ces données. Et puis enfin, du coup, passer à l'action parce que quand même, on fait tout ça pour faire du report modal. Donc, à nouveau, on briefe un graphiste, on se synchro avec les équipes, etc. Ça prenait environ 12 mois. Ce qu'on fait du coup, nous, c'est qu'en 48 heures, on upload le fichier et pouf, on a 100% des trajets calculés en 3 clics, tout qui est présenté sous forme de priorisé en data vise. Donc, le plan d'action est très, très clair. Et puis, ça vient avec un ticket de communication qui est tout prêt pour mener la conduite du changement, sachant que j'étais responsable communication chez Blablacar. Donc, je suis assez fan des nudges. Voilà, c'était important pour moi qu'on ne s'arrête pas à la data, mais qu'on aille vraiment jusqu'au bout. Et donc, tout ça en 48 heures. Concrètement, nos solutions. Donc, pour le diagnostic mobilité, ça permet de voir les impacts, les risques, les alternatives, la carte des salariés, les fiches des salariés même. Sur le plan de mobilité employeur, donc là, je vais peut-être plus rentrer dans le détail. On va venir chiffrer, par exemple, plutôt que de faire un plan vélo un petit peu avec un bandeau sur les yeux et de se dire, bon, on met combien de racks à vélo, on prend combien de vélos en test, etc. Et là, on est capable de dire qu'il y a X salariés qui sont à moins de 6 km et avec plus de 75% de pistes cyclables. Et ils sont dans telle équipe, et voilà. Donc, ça permet vraiment de cibler, vraiment voir son cœur de cible de chaque action. Et c'est la même chose pour chaque module. Et j'ai mis un exemple sur les transports en commun, puisque c'est pour les transports en commun qu'on utilise Navicia. Combien de salariés ont un trajet en transport en commun à peine 5 minutes plus long qu'en voiture ou 10 minutes plus long qu'en voiture?
d'où viennent les salariés en voiture qui n'ont pas d'alternative en transport en commun, parce que du coup, c'est peut-être une info qu'on va donner à notre agglo, communauté de communes, pour dire, bah, regardez, on a toute cette population-là, on veut bien les basculer sur le transport en commun, mais il n'y en a pas. Donc, aidez-nous, mettez quelque chose en place. Combien de salariés en transport en commun ont plusieurs correspondances pour voir déjà le niveau de risque, parce que forcément, plus il y a de correspondances, plus il y a de risque d'être en retard ou d'avoir des problèmes, mais aussi, en ce moment, la distanciation sociale, c'est compliqué, enfin bref, puis c'est pénible, donc voilà, c'est un facteur de risque, de turnover. Quelles économies de CO2 si 20% de mes automobilistes passent au transport en commun? Bah, ça aussi, on peut le mesurer. Ou bien, tout simplement, combien de salariés prennent la ligne 13? Donc désolé, c'est un petit peu parisien ça, la ligne 13, bon, elle a sa réputation, tout le monde le sait, c'est une ligne qui est très, très désagréable, à Paris. Mais ça peut être aussi, combien prennent, le train qui va être arrêté pendant 3 mois pour travaux? Ça peut être intéressant aussi de sortir cette info-là. Et bien que nous soyons spécialisés dans la data, on fait aussi des enquêtes ultra ciblées pour compléter la data. Parce que c'est quand même bien d'avoir des verbatims. Donc du coup, on fournit 4 enquêtes, marche, vélo, transport en commun et covoiturage, sauf que du coup, on va pouvoir cibler, parce qu'on a vu en amont qui était à distance de marche, qui pourrait avoir un trajet concret, enfin crédible à vélo, qui a une alternative en transport en commun, qui est à distance suffisamment longue pour être intéressé par le covoiturage. Du coup, ça permet d'avoir moins de questions dans le questionnaire, plus rapide, et si c'est plus rapide, il y a plus de répondants. Et puis, de la même manière, comme c'est plus ciblé grâce à la data, bah, il y a moins de bruit et les résultats sont beaucoup plus pertinents parce que quand on interroge tout le monde sur tout, on peut avoir des retours très négatifs sur le vélo, genre bah, je peux pas, mais pas du tout, ce serait trop fatigant, etc. Alors qu'en fait, juste, bah, ils sont pas concernés. Et enfin, identification des mobilités internes. Donc je vous l'ai déjà expliqué, sauf que du coup, nous, on va vraiment, c'est pas que de la géographie, c'est pas qu'à vol d'oiseau. On utilise à nouveau les calculateurs de trajet parce que quelque chose peut être plus proche, mais ça nécessite d'y aller en voiture, alors qu'il y a un établissement plus loin, mais qui est direct en tramway. Donc voilà, on ne regarde pas que la distance. Plusieurs cas d'usage en fait pour ces datas-là. C'est bon, évidemment le plan de mobilité employeur qui fait l'objet d'une obligation légale, mais pourquoi pas aussi les collectivités sur leur plan de déplacement urbain. Des déménagements de siège social, on en a fait pas mal cette année. C'est voilà, le siège déménage et on veut savoir si les trajets domicile-travail seront impactés négativement, c'est surtout ça le risque, par le déménagement. Donc, du coup, nous, on est capable de fournir l'étude avant-après en 48 heures, savoir si les salariés vont avoir un trajet plus long post-déménagement. Et puis, on facilite du coup les mobilités internes géographiques. Vous pouvez demander une démo, parce que là, je n'ai pas le temps de faire toute une démo. Sur le site, vous pouvez cliquer en haut à droite, demander une démo. Petit regard sur nos premiers clients. On s'est lancé en janvier, donc malgré cette année Covid pas facile, on est content d'avoir signé déjà des belles références. Et la bonne nouvelle, c'est que ça intéresse tout le monde, aussi bien des entreprises digitales comme Blablacar et Swile, des corporates, du multisite, donc retail privé, mais aussi des services publics, et puis collectivités qui du coup voient l'intérêt d'acheter en fait en gros plusieurs plans de mobilité et ils les offrent aux entreprises de leur territoire, ce qui leur permet de se positionner en tant que prescripteur de mobilité durable et d'en profiter pour avoir de la data justement à nouveau, des retours vertueux, d'avoir de la data pour mieux construire le réseau de transport et éventuellement mettre du transport à la demande. Allez, rapidement off pour le secteur public, je viens d'en parler, en fait, d'avoir une méta-analyse en retour des plans de mobilité employeurs. Et puis pour les multisites, je l'ai déjà évoqué un peu, le avant-après qui permet, du coup, effet qui se coule, de réduire la pénibilité, l'absentéisme et le bilan carbone. Petit exemple, tac, 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 ça c'est la PHP. Évidemment, quand on réduit les distances, les entreprises font des économies financières, il y a d'énormes gains de productivité à aller chercher, on améliore la qualité de vie au travail. Et donc ces 3 blocs-là, qui n'étaient pas à la base mon moteur à moi, en fait, sont hyper vertueux pour l'entreprise et c'est pour ça que je pense que les employeurs seront motivés à le faire parce qu'ils ont vraiment à y gagner en termes de productivité et sur les indicateurs qui les intéressent eux et pas forcément le carbone. On a créé un simulateur, si vous voulez aller sur notre site, si vous voulez simuler vous aussi le retour sur investissement de tout ça, je peux vous envoyer du coup ce que ça donnerait en gain de productivité, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, on va prendre les questions s'il y en a.
Alors, je regarde dans le chat. Je crois qu'il y en avait déjà. Alors, quel taux d'erreur partant simplement des calculateurs? Passer à la crèche école avant, calculateurs qui ne sortent pas obligatoirement les solutions choisies, impact des heures de pointe, etc. Effectivement, à ce stade, on ne sait pas si les automobilistes viennent directement ou pas. Mais comme j'ai travaillé 11 ans chez Blablacar, ma réponse à ça, c'est qu'on sait qu'ils viennent en voiture, on sait qu'ils ont un trajet long, on sait s'ils vont être oui ou non dans la cible pour le covoiturage. Et le jour où on lance le service de covoiturage, on indique simplement aux gens de ne pas publier leur adresse de domicile. Enfin, cette excuse, cette objection qu'on a souvent quand on lance un service de covoiturage, mais moi, je ne peux pas covoiturer parce que je pose d'abord mes enfants à l'école. Ouais, en fait, l'adresse de départ du covoiturage, ça va être l'école. Et il y a des gens qui vont être intéressés pour covoiturer de l'école au boulot et puis du boulot au retour à l'école parce qu'il y a des gens qui habitent en fait autour de l'école. Donc, ce n'est pas tellement un souci que les gens fassent autre chose parce qu'au moment où ça deviendra concret, l'activation des démarches deviendront concrètes, et il y a toujours moyen d'optimiser les trajets. Heure de pointe, oui, pénibilité, effectivement, on suit de près ce que Navicia sort et notamment, je ne veux pas révéler, mais on cherche de plus en plus à effectivement donner, parce que tous les trajets en transport en commun n'ont pas la même valeur. Il y a des lignes agréables et des lignes désagréables. Donc, clairement, plus ça ira, plus on ira vers de l'info affinée sur la qualité des trajets aussi. L'agrément, effectivement, le confort. Effectivement. Tac. Je ne sais pas. Il faudra que tu partages aussi le lien vers ton blog. Tu as parlé du blog qui demandait ça aussi tout à l'heure. Le simulateur sinon, oui, je mets le lien vers le site. Et, voilà. Et du coup, il y a à la fois le lien... Oui, j'ai parlé de... on a des articles de blog. Pardon, non, je vais écrire à tout le monde. Voilà. Donc, pour demander une démo, pour les articles de blog et puis pour le simulateur d'économie, si ça vous intéresse. Et Apitux de Digne qui demande, vous avez évoqué les nudges pour accélérer le changement. Quelques exemples, point d'interrogation. Alors, un exemple. Donc, déjà, vous pouvez revoir mon webinaire sur les nudges. Je me passionne sur ce sujet, j'ai lu des bouquins, etc. Et j'aime bien décrypter, en fait. Un des nudges, c'est la norme sociale. C'est quand des gens font quelque chose, moi aussi, je veux le faire. En fait, ce que j'ai beaucoup utilisé chez Blablacar par rapport à ce nudge de norme sociale, c'est de faire croire que c'est déjà une norme sociale. Donc, quand on avait, c'était rien au début, quand j'ai rejoint Blablacar, on fêtait nos 100 000 membres, 200 000 membres, sachant qu'aujourd'hui, il y a 17 millions de membres. En fait, je disais déjà 100 000 Français sur Blablacar, etc. Et on avait, comme c'est un gros chiffre, on a l'impression que tout le monde s'y met, quoi. Du coup, ça y est, c'est la norme sociale. En entreprise, dans le kit de com que vous pouvez mettre en place, c'est mettre en avant ces covoitureurs, montrer qu'en fait, déjà plein de gens font du covoiturage et ça marche d'autant plus quand c'est des gens qui sont vos collègues, qui font un trajet similaire au vôtre. Et alors là, on se dit, ah ouais, en fait, ils font du covoiturage, je les connais, ça m'incite à le faire aussi. Après, il y en a plein des nudges et je ne peux pas pondre des idées comme ça, mais voilà, normes sociales, évidemment, les économies, de rendre les choses... immédiatement, pour éviter la procrastination, de mieux expliquer c'est où, c'est quand, c'est comment, plutôt que de simplement être dans la théorie de pensons au vélo pour la planète. C'est beaucoup plus simple de dire de ici à Opéra, 6 minutes de vélo. Voilà. Là, c'est clair et net. Donc, mais je vous incite à regarder le webinaire. Question bête, mais sans faire de questionnaire, comment vous identifiez qu'il y a déjà du covoiturage ou vous parlez du covoiturage organisé par l'entreprise? Alors, très bonne question. Au stade du fichier, on ne sait pas s'il y a des covoitureurs, mais en général, il y en a très peu. Donc, on ne perd pas grand-chose, pas beaucoup d'informations. En revanche, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on fait ensuite un questionnaire
qui s'adresse justement de manière très ciblée aux personnes qui pourraient faire du covoiturage, etc. Et donc là, on va peut-être apprendre qu'effectivement, certains font déjà du covoiturage une fois de temps à autre. Et donc, du coup, ça va nous permettre de réévaluer et d'ajuster le diagnostic après la phase d'enquête. Parce que du coup, les réponses au questionnaire viennent incrémenter, nous, les lignes du fichier RH. En fait, on n'est pas là pour être sur un truc hyper précis à la virgule près des trajets actuels. On a 100 des trajets, peut-être qu'on aura loupé 3 vélos et 2 covoitureurs, mais les chiffres sont tellement bas en France du vélo et du covoiturage que même si on en oublie quelques-uns, notre objectif, c'est de montrer le potentiel qui est beaucoup plus gros. Et donc, si on en a loupé 2, mais que le potentiel, c'est 130, c'est pas grave. Ok, merci beaucoup Laure. On va passer à la présentation suivante. Du coup, je vais demander à Christine d'activer son micro et sa caméra. Ouais, du coup, c'est activé. Voilà. C'est bon? C'est bon, et ben moi je désactive. Ouais. Et du coup, il faut juste que je partage mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Bon, effectivement, du coup, comme j'entends, je vois personne. Ok, d'accord. Bah, bonsoir à tous. Bon, bah, en tout cas, on est avec Olivier de OneCube et c'est qu'on est des habitués du Meetup, mais on est ravis de présenter cette fois-ci. Donc, en fait, on va vous parler de la portabilité des données. Peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est voilà, un des droits innovants de la RGPD. Et on va faire un focus effectivement sur les mobilités et aussi la mobilité pour les citoyens. Alors, juste peut-être pour commencer à parler de OneCube, en fait, OneCube est un pionnier, et notamment Olivier, un pionnier et un lead sur la portabilité des données, RGPD, on en parlera plus tout à l'heure. En fait, ce qu'on propose, c'est une solution de partage des données personnelles. Donc, on fait du B2B2C. Donc, ça veut dire que pour les individus, en fait, on va faire en fait, c'est une API de partage des données en un clic sur la base du consentement avec contrôle via un tableau de bord unique pour l'utilisateur. Pour les organisations, en fait, on va apporter une solution et avec une infrastructure complète et des standards de partage des données personnelles. Du coup, là, on va s'intéresser à la mobilité, mais aussi au tourisme, au retail et à la finance. Et d'autre part, en termes d'expertise, en fait, on travaille depuis effectivement déjà avant même la RGPD avec la CNIL. Et on collabore aussi pas mal avec la Commission européenne. On a contribué à la stratégie européenne qui est sortie en février, qui met en avant justement la portabilité et qui met aussi des moyens pour construire l'infrastructure de portabilité des données. Donc du coup, ça devient un vrai sujet. Et on le fait notamment à travers une initiative dont Olivier va vous parler à la fin, qui s'appelle A New Governance. Et voilà, les sites pour retrouver nos publications. Alors, j'admets quelqu'un dans la salle, du coup, je passe. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un focus sur la mobilité. Et on sait qu'autour de la mobilité, en fait, il y a plusieurs types de challenges. Il y a déjà, en fait, un challenge en termes de marché, de business et de services, hein, puisqu'on a tous vu, et on en connaît effectivement, et chez Kizio également, il y a une vraie émergence des plateformes de services de mobilité qui vont interconnecter l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, l'ensemble des offres de mobilité. Donc, on en parle effectivement de masse. Mais on trouve ça également côté autotech, hein, avec effectivement les voitures connectées. Donc voilà, il y a une vraie émergence qui est en plus accélérée par la LOM. À côté de ça, il y a aussi un vrai challenge en termes d'expérience client, finalement, pour nous, acteurs de la mobilité, puisque effectivement, les services sont de plus en plus numériques et de toute façon, il y a une vraie attente de fluidité, de services connectés. Donc voilà, le consommateur aujourd'hui, il veut que tout soit simple. Et puis, effectivement, autour des données, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de compliance, hein, qu'on a vu avec la RGPD, mais aussi de transparence. Et on sait que dans la mobilité, l'expérience de mobilité, elle repose à la fois sur des données non personnelles, donc c'est des données de recherche, par exemple, mais aussi des données de trajet concernant domicile, travail, donc effectivement beaucoup de données aussi sensibles. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder ce mix data. À côté de ça, on a également une législation qui est volontariste, hein, effectivement, avec la RGPD, mais aussi innovante. Hein. On sait que, par exemple, la LOM favorise
l'ouverture des données en mobilité. Et puis côté données, on a aussi des Français qui aujourd'hui sont plus en plus connectés, plus numériques, mais pour lesquels voilà, il y a un vrai critère aussi éthique qui sont importants. Et moi, j'avais relevé notamment dans une étude que aujourd'hui, il y a quasiment 8 Français sur 10 qui sont préoccupés par la collecte et l'usage de leurs données. Mais en parallèle, il y a quand même aussi un grand nombre qui partagent aussi leurs données avec leur marque favorite. Donc du coup, il y a cet enjeu de données. Et par rapport à ça, en fait, la portabilité des données, en fait, finalement, peut être un superbe levier pour les mobilités. Parce que, en fait, si on voit ce que c'est, l'article 20 de la RGPD, il permet en fait à l'utilisateur, donc au voyageur, de recevoir finalement ces données d'un service. Donc, par exemple, voilà, je vais demander mes données de trajet à SNCF, et ensuite pour pouvoir les retransmettre à un autre service, par exemple pour réserver mon VTC à l'arrivée. Ça, c'est une activation de la portabilité des données. Donc, on peut imaginer que vraiment, ça va accélérer le MaaS, l'ensemble des services connectés, et parce que ça va favoriser finalement les deux types de transferts dont on a besoin. À la fois, si par exemple, je veux passer mon compte Uber et je veux le transférer et créer un compte FreeNow, donc on est là dans ce qu'on appelle, nous, la portabilité concurrentielle. Mais nous, on estime que la grosse opportunité, c'est finalement toutes les portabilités complémentaires dans le cas où on va transférer ces données d'un service, effectivement comme SNCF, vers son taxi, vers du VTC. Ça peut être aussi vers du covoiturage, vers toutes les applications existantes sur la mobilité. Et dans ce cas-là, ça va générer effectivement beaucoup de partenariats, plein d'innovations. Et c'est ça l'intérêt de la portabilité. Alors après, dans le cas de la RGPD, en fait, il y a plusieurs manières en fait de mettre en place le droit à la portabilité aujourd'hui. Donc les principaux en fait, c'est plutôt soit des fichiers CSV, fichiers Excel, mais dans ce cas-là, on est vraiment sur des données, ce que j'appelle moi un data dump, une portabilité à minima. Donc c'est pas vraiment des données facilement réutilisables par le service qui va être destinataire. Ce qu'on voit dans la fintech aujourd'hui, c'est plus des API en B2B, où voilà, on va avoir deux services qui vont se mettre d'accord entre eux, développer une API. Voilà, donc au début, c'est simple, mais après, ça devient de plus en plus compliqué. Il n'y a pas d'infrastructure, et puis finalement, c'est assez coûteux pour les entreprises parce que du coup, on est obligé de refaire les choses à chaque fois. C'est peut-être un peu ce qui se passe aussi côté MaaS, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on veut se brancher à une ville, on est obligé de redévelopper l'interopérabilité. Alors après, effectivement, il y a ce qu'on connaît des plateformes, des GAFA, qui, eux, ont développé leur propre projet de portabilité avec le Data Transfer Project. Mais dans ce cas-là, on est vraiment dans du plateforme-centrique, c'est-à-dire que voilà, c'est les dominants, il n'y a pas vraiment de logique de collaboration, c'est pas forcément open, et surtout, l'individu n'a aucune maîtrise en fait des partages de données et des données utilisées. Du coup, nous, chez OneCube, en fait, et dans la communauté MyData, ce qu'on va du coup nous favoriser, c'est vraiment un modèle complètement, ce qu'on appelle le MyData model, qui est user-centric, c'est-à-dire que l'interopérabilité va être gérée par une API neutre, comme OneCube, et on va pouvoir du coup favoriser des portabilités multiples. Et ce qui est plus important encore, c'est que c'est l'individu qui va maîtriser en fait le partage des données. Et à côté de ça, bien sûr, comme c'est une API neutre, voilà, ça va aussi favoriser en tout cas des économies d'échelle, puisque ce sera moins cher à développer. De maintenance aussi plus facile, puisqu'il n'y aura pas besoin à chaque fois de recréer en fait des API. Voilà. Donc du coup, grâce à ces outils de portabilité, ce qu'on appelle nous des My Data Operators, on peut du coup les MaaS, les villes aussi, peuvent du coup d'un côté faciliter finalement les démarches, le parcours de l'utilisateur, parce que du coup, vous allez pouvoir permettre voilà, aux citoyens d'importer des données qui sont utiles à la mobilité. Ça peut être d'un autre compte, ça peut être des données de paiement, des éco-points, même des habitudes de mobilité en provenance d'autres services. Et du coup, de favoriser aussi finalement toute la partie inscription, quoi. Et puis d'autre part, les MaaS aussi peuvent devenir, et les villes surtout, peuvent devenir des hubs et des plateformes de services innovants, puisqu'elles vont permettre à leurs utilisateurs de transférer des données, notamment lorsqu'ils vont réserver d'autres services complémentaires.
Et donc là, on rentre vraiment dans l'opportunité de développer de nouveaux services. Et en parallèle, ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de l'expérience utilisateur, qui va être beaucoup plus fluide, on va quand même favoriser vraiment aussi une transparence, contrôle du transfert des données par l'utilisateur, puisqu'encore une fois, on est basé sur le consentement. Et donc, finalement, au-delà des usages, la plateforme de la ville devient aussi un tiers de confiance au service du général. Et c'est ça l'intérêt aussi des outils de portabilité. Alors maintenant, on va voir comment ça concrètement comment ça se passe. Donc, je vais vous présenter un cas d'usage avec 3 scénarios. Je ne sais pas, je regarde le timing. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire la démo, mais je ferai peut-être un petit peu. Alors, en fait, le cas d'usage qu'on a, en tout cas, qu'on vous propose avec Olivier, c'est dans le cadre des mobilités douces, puisqu'après, c'est un peu le thème de ce soir. Et donc, on est parti d'un compte qu'on connaît bien, qui est le compte mobilité de la FabMob, mais ça peut être effectivement la plateforme d'une ville. Et on peut imaginer que la ville va proposer un programme de subvention des mobilités douces et que l'utilisateur va gagner des points, des éco-points en prouvant ses mobilités responsables, le vélo, etc., ou la trottinette. Et en retour, grâce aux éco-points, il va bénéficier de réductions sur plein de services. Donc, du coup, en fait, on va voir ensemble 3 scénarios. Il y a le premier cas, donc assez simple, où en fait l'utilisateur, grâce à la portabilité, en fait, va créer son compte sur une appli de stationnement. Donc là, c'est vraiment création d'un nouveau compte. Et du coup, on va importer en fait des données de mon compte mobilité ou du compte mobilité par exemple de la ville de Grenoble vers justement l'application de stationnement. Le deuxième scénario que vous allez voir, en fait, c'est l'import des données. Donc, en fait, on va importer des trajets et dans l'exemple, ça va être, par exemple, là, de son compte Bird, pardon. Là, c'est plus à Marseille, c'est plus à Paris, de son compte Bird vers son compte mobilité pour ensuite gagner des éco-points. Et après, vous allez voir le troisième scénario qui, dans ce cas-là, on transfère. En fait, on va exporter ensuite ces éco-points de son compte vers l'application ou vers un autre service pour réutiliser ces points. Donc en fait, là, on est dans 3 cas. Et puis à la fin, vous allez voir que, en fait, côté OneCube, nous, on va envoyer un mail à l'utilisateur et lui proposer en fait un tableau de bord où il va pouvoir en fait gérer tous ses consentements. Voilà. Du coup, je vais appuyer dessus, je vais vous montrer. Ou je vous montrerai peut-être à la fin si on a le temps. Ça vous va? Alors, donc en fait, ce que vous allez voir en tout cas dans la démo, c'est que finalement on répond en fait au challenge dont on a parlé, parce qu'on a parlé du challenge de l'expérience client et aussi de la data compliance. Grâce effectivement à la portabilité, finalement on est capable de donner l'utilisateur va pouvoir choisir sa collecte et l'usage de ces données. Il va bénéficier en tout cas dans le cadre de OneCube en fait d'une expérience unifiée, puisque en fait le pop-up qu'on va de portabilité, il va être complètement intégré à l'UX existante, donc il n'a pas besoin de changer d'application. Et puis la transparence, avec le tableau de bord dont je vous ai parlé. Concernant le challenge de la partie aussi data compliance, en fait, chez OneCube, on ne stocke pas du tout la donnée, on fait circuler la donnée. Et en fait, la donnée va rester décentralisée. Donc ça aussi, c'est un point important dans le management de la data. Et puis dans le cadre du multimodal, qui est effectivement un challenge aussi pour les masses, en fait, ce qu'on va favoriser, c'est vraiment une collaboration efficiente, puisque les partenaires, on va en fait gérer l'interopérabilité des partenaires, mais dès le départ. C'est-à-dire dès le départ, on va dire voilà, on va faciliter la circulation des données entre eux, et du coup, le développement des API va pouvoir être aussi allégé. Pour les nouvelles mobilités, ça va permettre aussi quand même d'acquérir des nouveaux utilisateurs, puisque on va pouvoir créer des nouveaux comptes assez facilement. Et puis, dans le cadre de l'initiative New Governance de OneCube, en fait, dès le départ aussi, on va inscrire les projets dans des standards européens. Donc, en fait, on ne va pas réinventer la roue, ou en tout cas, ce qu'on va faire, ça va resservir ensuite au niveau européen. Et dans la mobilité, c'est intéressant parce qu'on va penser à d'autres cas d'usage, mais aussi à du transfrontalier, etc. Et puis après, le fait qu'on soit sur une approche complémentaire, du coup, ça aussi, ça va vraiment contribuer à l'approche multimodale qu'on a dans la mobilité. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'est même au-delà de la mobilité, parce qu'avec l'approche de OneCube, en fait, on veut que ce soit aussi cross-secteur.
parce que finalement, le citoyen, il pourra partager ses mobilités, enfin ses données mobilité avec voilà, des recherches d'emploi, pour ses courses, pour le tourisme. Et au final, il peut aussi avoir une vision complète de son impact en environnement. Et côté ville, bah, finalement, on devient aussi un hub de services citoyens, pas seulement mobilité, mais voilà, pour soutenir l'ensemble des politiques, emploi, tourisme, environnement. Et nous, on trouve que c'est légitime en plus que la ville devienne, que les villes deviennent des tiers de confiance pour les habitants. Et d'ailleurs, ben, c'est en tout cas cette vision qu'on a, nous, de la portabilité qu'on développe à travers l'initiative New Governance dont Olivier va vous parler. Et bon, donc du coup, on voit pour la vidéo si on a le temps. Du coup, Olivier, je te laisse la parole pour parler de l'initiative dans laquelle on s'inscrit aussi. Oui, très bien, merci beaucoup. Donc, A New Governance, c'est une association qu'on est en train de créer en ce moment à Bruxelles, mais qui existe en fait sous forme de… C'était une initiative du mouvement My Data qui existait depuis 2 ans. Donc là, c'est en train de se concrétiser, de se consolider. En fait, au travers de New Governance, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer un cadre de gouvernance pour tous les projets de partage de données personnelles. On voit que c'est une question qui se pose déjà plus ou moins au niveau des organisations, mais qui doit se poser aussi à un niveau, au niveau des écosystèmes de partage de données, par exemple autour du projet d'une ville, mais aussi encore au cran du dessus au niveau des secteurs, donc du secteur de la mobilité au moins à l'échelle européenne, puis à l'échelle européenne et puis à l'échelle mondiale, parce que par exemple sur le projet de mobilité d'une ville, on va avoir du partage de données avec une entreprise comme Uber. Et si chaque ville discute avec Uber pour le partage de données sur la manière de faire, ça va être compliqué. Donc à chaque niveau, il y a besoin de gouvernance. Et ce qu'on est en train de faire au travers de New Governance, c'est de créer des cadres de gouvernance pour le partage des données personnelles sur différentes verticales, donc comme la mobilité, comme l'emploi, l'éducation, comme la santé. Et on est en train d'essayer d'unifier ces cadres de gouvernance qu'on a dans différents secteurs. Donc nous, OneCube, on est leader au sein de New Governance sur la verticale mobilité. Et donc, le constat, c'est qu'on a eu différents temps dans le déploiement de la stratégie européenne ces dernières années. Donc, ça va très, très vite depuis le RGPD. Et finalement, en fait, dès le RGPD, il y avait une envie de l'Europe de faciliter la circulation des données personnelles notamment. Et on voit que sur l'aspect protection des individus, l'ambition du RGPD a été bien comprise, pas forcément appréciée de tout le monde, mais bien comprise, mais que ce n'était pas assez. Ça précisait, comme Christine l'a montré tout à l'heure, un tableau Excel, ça ne suffit pas à faire des beaux cas d'usage de portabilité. Et pourtant, il n'y a pas d'obligation d'aller plus loin que ça si on prend le droit à la portabilité tel qu'il est dans le RGPD. Donc ça, le tir a été corrigé début 2020 avec la data stratégie européenne, qui a mis l'accent sur le data sharing dans son ensemble et avec plusieurs paragraphes sur le personal data sharing, où là, on dit bien que c'est le RGPD qui est la composante principale à prendre en compte pour le personal data sharing. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer en ce moment avec la Commission européenne. Tu peux revenir en arrière? Mais on voit que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut construire des projets où on mêle du public-privé. Donc, il y a le marché et la politique qui se mêlent pour construire des projets. Et tout ça, ça doit s'organiser dans des cadres de gouvernance, de gouvernance communs. C'est ce qu'on est en train de travailler au travers de New Governance. On n'est pas tout seul, évidemment. En fait, c'est différentes initiatives qui travaillent dans le même sens autour de New Governance. Et donc, New Governance, c'est 250 organisations qui discutent ensemble dans des pays partout dans le monde, plus qu'en Europe, pour créer des public-private partnerships pour ce partage des données personnelles. La suivante. Pardon, je suis sur… vas-y. Donc voilà un exemple très haut niveau de ce à quoi pourrait ressembler la gouvernance. L'idée, c'est que ce soit très top-down et bottom-up. Top-down, c'est on prend la régulation, donc la régulation RGPD, mais aussi des régulations sectorielles
ou des régulations locales, comme la LOM. Et on traduit ça en standards technologiques. Ensuite, on a des projets dans différents secteurs qui vont faire remonter de l'information à l'ensemble. On va harmoniser les différents projets qu'il y a actuellement dans les différents secteurs et remonter aux législateurs, aux régulateurs au niveau européen ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait faire évoluer les cadres de régulation pour faciliter le partage des données. Je vois dans les questions quelles villes sont les plus actives sur le sujet de la portabilité des données. Nous, au travers de OneCube, on travaille en ce moment à la création d'un Living Lab Benelux qui comprend une petite partie de l'Allemagne aussi. Donc là il y a des villes qui se bougent comme Amsterdam, Anvers, Liège, Maastricht, Aachen. Ah pardon, je change de micro. Comme ça, on a Helsinki qui est très très fort sur le sujet. Et en France, on a aussi plusieurs villes assez motrices, moins avancées peut-être, mais assez motrices, comme Grenoble, Marseille, Rennes. Rennes semble se lancer aussi sur le sujet. Donc voilà, il y a tout un ensemble de villes qui font ça. L'idée, c'est de les coordonner de plus en plus. Et ça se fait sous une action politique et une volonté de l'Europe finalement, mais qui ne va pas jusqu'à faire des standards, qui organise des partenariats publics-privés pour faire émerger des standards. Et donc, les directions de la Commission européenne qui travaillent sur ces questions, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est favoriser, en fait, au travers d'initiatives, favoriser une harmonisation, une standardisation entre les différents projets. Et donc, voilà. Donc, je vois qu'il y a des gens basés en Allemagne et en Belgique. Donc, la Belgique est un des grands leaders sur le sujet, notamment sur la mobilité. Et l'Allemagne est très avancée aussi avec un MAS à Berlin et à Munich plus récemment. Et en fait, dans les initiatives dont on vous parlait, on a sur la slide là Gaia-X. Donc Gaia-X, c'est un projet franco-allemand à la base de création de standards pour le partage des données et le partage des données personnelles. Donc là, il y a une collaboration France-Allemagne sur ce sujet qui est en train finalement de s'étendre à toute l'Europe. Du coup, nous, on a en tout cas fini sur la partie slide. Après, je ne sais pas, il est 18h52 si on a le temps de la faire la démo ou si vous préférez qu'on réponde à des questions. C'est peut-être mieux de passer aux questions. La démo, non, il n'y a pas de vidéos qui sont en ligne où vous avez fait un... Si, vous pouvez aller sur le site, et vous retrouverez il y a une démo sur le site, sur la partie expérience utilisateur. Oui, il y a des screenshots sur comment ça marche. Une question de Bertrand Duflo. Il demande en fait la Commission européenne. Quelles sont les directions de la Commission européenne qui travaillent sur ces questions? Alors, donc, si on prend la data stratégie, elle dit quoi? Elle dit qu'elle est en train de qu'elle va créer ce qu'on appelle des data space, donc des écosystèmes de partage de données sur différents secteurs prioritaires. La mobilité, c'est un des plus prioritaires. Il y en a 9 qui ont été cités. La mobilité, c'est un des plus importants. Et donc, sur chacun de ces data space, il y a des organisations qui vont être nommées pour coordonner l'ensemble de l'action standardisation du partage des données pour le secteur. Donc, pour la mobilité, on ne sait pas encore quelles organisations vont être en charge. Tout ça va commencer à se mettre en place en 2021. A priori, des échos qu'on a à partir de mai 2021. Il y a un budget de 6 milliards d'euros qui va être mis sur la table par l'Europe. Donc, des dernières infos, donc c'est 2 milliards de l'Europe, 2 milliards des États membres et 2 milliards du privé. C'est sous ce travail de coordination et de gouvernance des data space. Le but étant aussi que les data space, qu'il y ait une coordination entre data space. On ne fasse pas des standards d'interopérabilité différents entre mobilité et santé, par exemple. Et avez-vous travaillé à la gouvernance? Oui, on a travaillé sur le Data Governance Act de l'UE. On a fait notre lobby avec nos écosystèmes sur le Data Governance Act. Et une chose qui nous plaît beaucoup, c'est il a été précisé dans le Data Governance Act, Christine expliquait plus haut, c'est que pour nous, les intermédiaires de partage de données, notamment de données personnelles, doivent faire que ça. Et ça, c'est écrit dans le Data Governance Act. Si vous êtes un acteur du partage de données, vous ne pouvez pas être un acteur qui exploite les données en même temps.
chacun son rôle dans l'écosystème. Donc ça, on avait beaucoup poussé pour que ça passe. C'est passé dans le Data Governance Act. Et donc, bon, c'est pas fini, mais il va falloir créer un cadre certifiant pour les acteurs comme OneCube, et il y en a pas mal d'autres. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais ça ne concerne que le public, je vois. Non, ça concerne les services publics et privés. C'est juste que on observe, nous, que beaucoup de projets de data sharing impliquent des acteurs publics, comme les villes, par exemple, les collectivités publiques. Mais autour, on a des acteurs privés. Mais c'est vrai que c'est très dirigé pour l'instant par le public. Ah, Bertrand, tu n'as pas... Attends, j'active. Oui, peut-être Bertrand, peut-être juste pour, en tout cas pour conclure, en tout cas ouvrir le débat. En fait, nous, en tout cas, l'appel à l'écosystème, c'est de dire, voilà, travailler ensemble sur des cas d'usage, justement autour de la mobilité, mais aussi au-delà de la mobilité, dans le cadre des masses, dans le cadre des plateformes des villes, et puis du coup, aidez-nous aussi à faire les standards, enfin en tout cas influer sur les standards, parce que du coup, ça va permettre aussi à l'ensemble de l'écosystème de bénéficier de ça. Donc voilà, du coup, on attend de travailler avec vous sur ça. Bertrand Duflo, tu voulais ajouter quelque chose? Bonsoir. Oui, merci Bertrand. Non, je pense que c'est très intéressant, que ça mérite d'être approfondi, notamment les relations entre ce que vous développez et notamment les énormes plateformes de mobilité qui sont en train d'arriver, et qui vont arriver avec le véhicule autonome. Je veux dire, bien sûr, Uber est déjà là, mais ça risque d'être décuplé quand il y aura le déploiement du véhicule autonome. Et donc, de mon côté, ça demande plus de réflexion entre comment ce que vous faites va s'articuler avec leur couche logicielle. Pour eux, en fait, ils doivent répartir des demandes de trajet sur des utilisateurs. Et vous, je comprends que vous avez surtout une couche pour assurer la privacy des personnes. Donc, je pense que c'est compatible, mais Alors, ouais. Il y a beaucoup d'argent derrière et c'est tout à fait clé et c'est très important de travailler là-dessus. C'est très compatible. Maintenant, c'est un rapport de force qu'on observe, nous. Nous, on propose un mécanisme qui sécurise la vie privée de l'utilisateur dans ce partage de données. Mais justement, on a dans l'écosystème des villes, des acteurs comme Uber, des constructeurs automobiles, qui chacun pense qu'ils sont plus légitimes que les autres à piloter, à être un peu le centre de la gestion des données. Aucun ne le sera vraiment si tout se passe bien, équilibré avec l'individu en contrôle de ces données. Mais pour l'instant, nous, on essaye de mettre en avant des cas d'usage complémentaires, win-win. Mais pour l'instant, en fait, chacun a peur de s'ouvrir à l'autre. Chacun veut garder une place dominante dans l'écosystème. Et par exemple, l'industrie automobile, il y a plutôt le sentiment pour l'instant que c'est les données du véhicule et donc c'est plutôt des données qui appartiennent en quelque sorte aux constructeurs automobiles et qui ne sont pas vraiment dans les mains de l'individu. Ce n'est pas encore réglé ces questions-là, mais c'est les cas qui permettent de montrer qu'il y a de la valeur pour tout le monde. Il y a beaucoup de travail et beaucoup d'enjeux. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Merci. Merci, on va passer à la présentation suivante. Je vais demander à Nicolas Messager d'activer son micro et de prendre la main sur l'écran. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais. Parfait. Alors, je vais partager l'écran. Mais du coup, bonjour à tous. On a parlé d'un petit peu tout, là, de travail, de mobilité pour aller au boulot, de mobilité aussi dans la ville. Moi, je vais vous parler un petit peu de tourisme. Je vais essayer de vous faire voyager. Du coup, pour me présenter un petit peu en quelques mots, je suis Nicolas Messager. Je travaille au niveau des partenariats chez Tic Tac Trip. Tic Tac Trip, c'est une plateforme qui permet de comparer et de combiner du coup train, bus et covoiturage et d'aller jusqu'à la réservation. Donc nous, on travaille déjà, on accompagne plus de 200 partenaires, acteurs touristiques, événements, et festivals, etc. sur la mise en avant et la promotion des modes de transport durables. Et du coup, je vais aujourd'hui vous parler un petit peu aussi d'intermodalité et de son intérêt pour les trajets touristiques.
Du coup, pour replacer un petit peu et faire un état des lieux du marché actuel, le transport interurbain et ses enjeux, c'est 3 marchés en grande mutation. Tout d'abord, il y a le marché ferroviaire qui, pour certains qui s'intéressent aussi, ont pu voir qu'il va y avoir une ouverture à la concurrence là, dès début 2021. Plusieurs acteurs ont commencé à se positionner, à bouger les pions. On parlait notamment des compagnies de train italiennes, de Flix Mobility aussi qui voulaient se lancer sur le marché français. Ça va être de l'ouverture à la concurrence notamment sur des TER ou sur des lignes à grande distance aussi, comme des Paris-Turin. Après, il y a aussi le marché du bus. Donc, le marché du bus longue et moyenne distance qui s'est lancé, là, c'était dès 2015 avec la fameuse loi Macron et ses cars Macron, comme on les appelait au début. Ce marché-là, il arrive à maturité. Aujourd'hui, il reste en France, par exemple, 2 grands acteurs sur les marchés, sur le longue et moyenne distance. On va avoir du Flixbus et du Blablabus. Et sur de la plus de courte et moyenne distance, des dessertes locales, Transdev et Keolis qui gardent aussi une grande part de marché. Et il y a aussi cette refonte des régions, les régions qui ont obtenu plus de pouvoir aussi pour avoir un nouveau rôle d'autorité organisatrice de mobilité. Donc les régions sont devenues maîtres en la matière et vont devoir aussi développer des plateformes masse de mobilité pour vendre. Donc ça passe par de l'harmonisation des tarifs, le développement de billettique et la possibilité aussi d'acheter ces billets en ligne. Et puis, on l'a évoqué dans la première présentation, il y a eu l'explosion du marché du covoiturage aussi en France, lancé par Blablacar, qui a un quasi-monopole sur le covoiturage moyenne et longue distance. Et il y a ce rapprochement stratégique qui date de 2019 maintenant entre Blablacar et la SNCF, justement, 2 grands acteurs, donc un nouveau acteur de la mobilité française, grande start-up, et un acteur historique de la mobilité en France aussi. Donc voilà pour le transport interurbain et je vais maintenant vous évoquer un petit peu qu'est-ce qu'apporte l'intermodalité aussi sur ce marché. C'est un marché en devenir parce que, comme j'ai pu l'évoquer juste avant, il va y avoir de nouvelles compagnies, il va y avoir de nouveaux opérateurs au niveau du train notamment. Donc, il va falloir comparer ces différentes offres sur un seul et même desserte, un seul et même trajet. Il va pouvoir y avoir plusieurs transporteurs qui vont opérer différents prix, différents temps de trajet. Donc, comparer ces offres et parfois les combiner aussi va être très intéressant pour l'utilisateur. L'utilisateur va devoir trouver des nouvelles plateformes au lieu d'avoir plusieurs applications, plusieurs plateformes sur lesquelles il va réserver. Il va y avoir un intérêt de développer cette intermodalité entre ces différents transporteurs. Il va y avoir aussi, comme les régions ont pris la main maintenant sur les transports locaux, les bus locaux et régionaux, il va y avoir un intérêt pour les régions de connecter ces réseaux de bus locaux et régionaux qui parfois vont desservir des points d'intérêt touristique avec l'offre nationale et européenne, que ce soit du train, du bus ou même du covoiturage. Et il y a toujours cette alternative qui va être présente. C'est aussi pour ça que Blablacar et Blablabus le Blablacar a fait ce choix d'investir dans Blablabus, car il pense que c'est une offre complémentaire, une alternative. Le covoiturage va plutôt résoudre un problème de porte-à-porte, permettre aussi de résoudre des problèmes de covoiturage, alors que le bus va rester mettre sur de la longue et moyenne distance. Donc, toutes ces offres qui se développent, ce marché qui était scellé auparavant s'ouvre et fait que l'intermodalité a tout un intérêt. On va voir quelques intérêts de l'intermodalité dans quelques cas d'usage. D'abord, l'intermodalité va avoir un intérêt pour combiner, pour économiser sur le trajet. Comme je disais, il y a de nouveaux transporteurs qui sont arrivés. L'offre SNCF aussi s'est développée. On va avoir notamment des offres low cost comme avec du Ouigo, avec du Blablabus, du Flixbus, des offres TER aussi. Les régions qui maintenant ont l'autorité organisatrice de mobilité ont choisi aussi de parfois miser sur le low cost. Il y a l'Occitanie qui cet été a fait grand bruit avec leur offre de TER 1 euro, mais il y a aussi la Bourgogne-Franche-Comté qui a décidé de lancer ses offres de TER peu chères pour développer une nouvelle mobilité et désengorger les routes. Donc là, par exemple, vous voyez un trajet qui avait été réservé sur Tic Tac Trip qui permet peut-être de combiner du bus avec du train pour justement créer une desserte aussi et créer un trajet qui n'existe pas sinon et qui sinon était beaucoup plus cher pour faire par exemple un Prague-Dijon. Un autre intérêt de l'intermodalité, ça va être de créer des connexions. Ça va être, comme je l'évoquais, de créer des connexions entre ces transporteurs locaux qui vont desservir des points d'intérêt touristiques et les transporteurs nationaux. Là, par exemple, on voit un trajet pour aller au ski à Montpellier-Laclusaz. La personne a combiné sur Tic Tac Trip différents opérateurs de mobilité, du train longue distance avec le TGV, du bus longue distance avec du Blablabus, mais aussi des lignes de navettes de ski pour aller directement au pied des pistes. Donc, ces combinaisons vont faciliter la desserte aussi des points d'intérêt touristiques
Et les régions travaillent énormément justement sur ça, car ils savent qu'aujourd'hui, par exemple, j'étais en échange dernièrement avec une région qui me disait qu'aujourd'hui, pour nos touristes, ils viennent à 95% en voiture. Et l'objectif, c'est justement de leur faciliter l'accès aux points d'intérêt touristique pour qu'ils privilégient plutôt le train et d'autres mobilités douces avec les transporteurs locaux. Un autre intérêt, l'intermodalité, ça va être forcément l'empreinte carbone. On l'évoquait un petit peu au préalable avec justement le fait que la voiture individuelle aujourd'hui est prédominante dans le fait aussi d'aller en voyage. Aujourd'hui, par exemple, pour aller au ski, ça va être une desserte compliquée. Pour parler de petite expérience personnelle, moi, quand j'étais plus jeune, on était allé au ski. Pour la première fois qu'on est allé au ski, on avait pris le train et la navette ensuite. Mais le problème, on ne trouve pas notre navette. C'était une galère pour retrouver sa navette. Et du coup, l'opérateur, on a dû prendre le train le taxi pour monter en station. Ce qui fait que aujourd'hui, ces offres-là, les combiner et permettre d'avoir ce trajet en une seule fois va être hyper intéressant pour le client. Notamment, pour aller au lac Clusa, par exemple, on voyait le trajet juste auparavant. Ça, c'est un de nos modules qui est intégré sur le site de lac Clusa. Aujourd'hui, les stations de ski travaillent énormément justement sur ces labellisations, sur la promotion du transport et du tourisme durable, car elles savent que c'est un gros problème pour eux. 57% des émissions de CO2 d'un voyage à la montagne va être dû justement au transport. Et la voiture y est pour beaucoup. Car seulement 11% des voyageurs prennent aujourd'hui le train et le bus pour aller au ski. Alors qu'on sait que la voiture ne va quasiment pas bouger de la semaine et que c'est parfois compliqué d'accéder, les bouchons en vallée, le problématique des parkings que les stations ont, et aussi la problématique de laisser la voiture toute la semaine et les pneus neige pour monter en station parfois. Donc, il va y avoir des intérêts multiples à l'intermodalité. Les enjeux à venir, comme je l'évoquais auparavant, ça va être l'ouverture des données avec la loi d'orientation de mobilité là, que plusieurs personnes ont évoqué et que beaucoup de gens connaissent aussi. Cette ouverture des données et la vente en ligne par les régions va être hyper importante pour justement montrer aux utilisateurs, aux visiteurs, qu'on peut se rendre avec du train, mais aussi des navettes locales, jusqu'à leur point d'intérêt touristique et jusqu'à leur lieu de vacances. Il y a une question aussi qui se pose, c'est qu'est-ce que va donner l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire dans ce contexte actuel? Aujourd'hui, à part la SNCF, très peu ont pour l'instant pris une position ferme sur le fait qu'ils vont se positionner sur les appels d'offres. On avait parlé de Flix Mobility, mais a priori, vu la crise Covid, ça va être compliqué pour eux de se lancer sur ce marché. Mais de nombreux opérateurs français avec qui on discute se disent qu'il y a une carte à jouer aussi sur certaines dessertes qui sont très rentables pour la SNCF aujourd'hui et qui vont être mises en concurrence. Et il y a aussi un enjeu. L'enjeu, c'est d'accompagner les acteurs touristiques dans la promotion de ces modes de transport durable, car aujourd'hui, il y a le problème, ils savent que la plupart des gens viennent en voiture et ils ne savent pas communiquer non plus sur la possibilité d'avoir une alternative. Et ces alternatives-là, elles existent. Les régions travaillent dessus, sur des portails de mobilité régionale, mais aussi de se connecter à des portails de mobilité nationale. Et c'est tout l'intérêt aussi de la loi LOM, de ces ouvertures de données et forcément de l'open data aussi, qui est proposé parfois sur des plateformes comme data.gouv aussi, qui référence énormément de données, mais aussi sur Navicia. Donc, c'est tous les enjeux à venir aussi du transport interurbain et de l'intermodalité qui peut résoudre à la fois le problème économique et économiser sur le trajet, à la fois le problème écologique pour réduire les empreintes carbone, mais aussi le problème de desserte qui est compliqué parfois pour se rendre à un point d'intérêt touristique. Donc voilà pour ma présentation. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, quand on cherche une ville qui n'est pas un point d'arrêt d'un mode de transport, l'outil propose les points d'arrêt à proximité, mais il faut choisir. N'est-il pas possible de saisir notre origine ou destination réelle et d'avoir les différentes propositions incluant les différents points d'arrêt? Mais ça dépend en fait des points d'arrêt spécifiques, des points d'intérêt spécifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on propose plusieurs points d'intérêt, stations du coup à proximité, mais quand il n'y en a qu'une vraiment proche, qui est très proche, on va en proposer qu'une seule. On va proposer un certain rayon, c'est-à-dire que c'est un rayon de 30 km en général, c'est un peu ce qui est effectué aussi sur Blablacar quand vous faites une recherche. Il va vous proposer des points d'arrêt définitifs à environ 30 km. Et Jean-Luc fait remarquer que c'est un très bel exemple que celui du ski et du désastre environnemental que représente
ces dizaines de milliers de voitures qui stagnent lors des déplacements, puis en station pendant une semaine. Exactement. Et c'était l'année dernière, il y avait eu un grand buzz justement médiatique sur le fait que les hélicoptères amenaient de la neige artificielle en station. Et en fait, il y a eu énormément aussi de problématiques de neige artificielle, de canons à neige, etc. Mais on se rend compte dans les études qui sont faites, c'était notamment une étude qui avait été demandée par l'ADEME sur qu'est-ce qui est vraiment émetteur de CO2 d'un voyage à la montagne, et c'est le transport le plus gros problème. Et de nombreuses stations sont en train de justement travailler dessus. Les régions et la région Auvergne-Rhône-Alpes est aussi très consciente de ce problème. Et ils lancent là ils ont lancé récemment et travaillé énormément sur justement ce tourisme bienveillant. Et le transport, c'est la première chose qu'ils essayent d'adresser. Maëlle a partagé un lien sur l'empreinte écologique du ski dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, sinon, j'avais une question sur les... donc là, vous allez intégrer déjà le taxi? Vous avez prévu de l'intégrer? Mais pour l'instant, le taxi répond plus à une logique de dernier kilomètre, de porte à porte. Nous, sur Tic Tac Trip, pour l'instant, on est plus sur une logique de ville à ville. C'est de l'interurbain, c'est aller d'une ville A à une ville B, d'un point A à un point B. Okay. Et desservir des points d'intérêt touristiques très spécifiques, comme les stations de ski, hyper intéressants. Les parcs d'attractions aussi, c'est des points d'intérêt où les personnes viennent à la journée ou pour 2 ou 3 jours. Et là, il y a un vrai intérêt de proposer aussi des solutions train, bus, navette. Et moi, j'avais une question sur est-ce que vous intégrez le stationnement, par exemple? Non, on n'intègre pas le stationnement parce que la plupart de nos utilisateurs sont en train ou en bus. Le covoiturage, nous, on ne peut pas l'intégrer sur la plateforme de réservation aujourd'hui parce que Blablacar, pour ceux qui ont déjà pris un covoit, 80% des conducteurs veulent avoir la main aussi sur les personnes qui sont dans leur covoiturage et il n'y aura pas de réservation possible en temps réel. Donc, on ne peut pas l'intégrer, nous, en temps réel sur Tic Tac Trip et dans nos combinés non plus. Mais par exemple, une personne, on le voit de temps en temps, des trajets où la personne a son allée en covoiturage et son retour parfois en combiné ou en train ou en bus. Ok. Pas d'autres questions. On va passer à la présentation suivante. Du coup, je vais te demander de couper ton partage d'écran. C'est Olivier Maffre qui va nous parler de taxi. J'avais préparé la transition, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Merci Bertrand pour la transition. C'était parfait. Vous voyez mon écran là? Ah oui, c'est bon. Ok. Moi, je vais essayer d'être assez rapide. J'ai une présentation qui est assez courte. Je vais vous présenter le registre de disponibilité des taxis, qui est pas un projet récent, je vais vous montrer, mais qu'on relance avec beaucoup d'espoir. Alors, hop, voilà. Avec toute une équipe aussi qui est mobilisée. Je crois que dans les participants ce soir, il y a Héloïse qui est donc chargée de mission à la DGITM et qui est responsable du projet. Julien qui est notre responsable technique, je sais pas s'il est là. Paul qui arrive en janvier. Hervé qui nous a rejoint il y a quelques semaines. Moi, je me charge du développement et vous connaissez peut-être Ishan Bojani qui a travaillé sur ce projet, qui maintenant est co-responsable du programme Betagouv. Donc, ce projet est incubé chez Betagouv. Betagouv, je ne sais pas, alors j'ai pas de slide sur Betagouv, mais peut-être que vous connaissez, c'est l'incubateur des services publics numériques de l'État. Donc, on développe en général avec les ministères des solutions numériques qui peuvent répondre à des problèmes de politique publique et faciliter l'accès aux services publics. Et le taxi, c'est un service public. Je vais y venir. À quel problème on répond? On nous pose souvent la question. Aujourd'hui, quand j'ouvre Citymapper, j'ai tout un tas de mobilités. Vous voyez, il me propose même du ferry. C'est formidable. Le taxi, j'ai un onglet. On peut se dire, génial, je vais prendre un taxi sur Citymapper. Sauf que quand on clique sur taxi, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a Hitch, Frino et Uber. Et donc, on n'a pas de taxi. En réalité, on a des VTC. Et ouais, on est tous déçus quand on clique sur taxi. Mais aujourd'hui, c'est la réalité de Citymapper, mais de tous les autres aussi. Il n'y a pas de taxi dans les applications multimodales parce que les taxis ne sont pas vraiment visibles sur le numérique.
L'historique du projet, je voulais le représenter parce que si vous connaissez ce projet, vous devez vous dire mais j'en ai déjà entendu parler, c'était il y a quelques années, mais c'était quand? Eh bien oui, puisque le projet a été lancé suite à la loi de Thévenoud en 2015. Il y a eu une première phase de construction ou de co-construction avec la profession. C'était un registre qui était facultatif pour les taxis. Et l'immense évolution de ces derniers mois, c'est que le registre devient obligatoire pour tous les taxis à partir de 2021. Et donc, c'est pour ça qu'on relance ce projet et qu'on est dans une on va dire, seconde phase de construction avec la loi. C'est donc dans la loi d'orientation des mobilités et on est en ce moment dans les décrets d'application avec Héloïse. Donc, on prévoit une accélération du projet sur l'année prochaine. Comment ça fonctionne? Quelle est l'architecture de ce projet? C'est une API, ce n'est pas une application. Et donc, on fait une passerelle entre, d'un côté, les chauffeurs qui nous envoient leur localisation, leur disponibilité, et qui, donc, avec la loi d'orientation des mobilités, vont être obligés de nous envoyer cette localisation et cette disponibilité dès lors qu'ils sont en maraude. On passe pour récupérer cette information, on passe par leur système. En fait, on se connecte directement au système qu'ils utilisent. Là, on est connecté à certains d'entre eux, pas tous, on est en train de les reconnecter ou de les connecter. Et de l'autre côté, on a les applications clients. Les applications clients, c'est les applications qui veulent permettre à leurs clients de commander un taxi. Aujourd'hui, on est connecté sur All Move à Lyon, sur Paris Taxi, sur Taco, et on relance ça aussi parce que, évidemment, c'est un peu l'œuf et la poule. Il faut qu'on ait de l'offre pour que derrière les applications clients se connectent et voient un intérêt. Avec l'obligation, voilà, on va avoir une hausse très forte du nombre de chauffeurs connectés dans les prochaines semaines. Pourquoi l'État a créé ce registre, ou plus globalement, pourquoi l'État s'intéresse au taxi à travers la licence, donc l'autorisation de stationnement que l'État délivre au taxi. Le taxi, c'est un service public, il a des droits, il peut se déplacer sur la chaussée à la recherche de clients, et il a tout un tas de droits, mais il a aussi des obligations. Parmi ces obligations, il ne peut pas refuser un client qui se présente à lui. On considère que c'est un service public de transport, et donc, en maraude physique, tous les clients qui se présentent à lui doivent être acceptés. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est dans la loi et vous pouvez faire une réclamation si jamais vous avez un taxi qui ne vous accepte pas. Par ailleurs, par arrêté municipal, on a découvert ça. Moi, j'ai découvert ça récemment, mais le maire peut imposer au taxi de sa commune d'être disponible en maraude sur certains créneaux horaires pour être disponible pour sa population. Avec le point taxi, donc c'est le nom du registre, on duplique en fait la maraude physique sur le numérique. Vous voyez, quelqu'un qui lève la main pour héler un taxi dans la rue, ce qu'on fait, c'est de permettre de héler un taxi, mais sur le numérique. Là, vous voyez une copie d'écran de notre API, où on voit, alors on a peu de chauffeurs connectés en ce moment, puisqu'on relance le projet. On voit quelques chauffeurs connectés dans un rayon de 500 mètres à Paris. Qu'est-ce que la maraude électronique, puisque c'est le régime dans lequel on travaille pour ce projet? La maraude, ça permet de voir donc les taxis immédiatement disponibles dans un rayon de quelques centaines de mètres. La taille du rayon, on est en train de le définir avec la profession, ça génère quelques débats, mais on va trouver un accord dans les prochains jours, je pense, dans les prochaines semaines. Alors, quelles sont les implications de cette définition de la maraude électronique? C'est qu'il n'y a pas de réservation, je prends un taxi immédiatement, il n'y a pas de frais d'approche pour le taxi non plus, c'est comme si je le hélais dans la rue. Et puis, pour les chauffeurs, surtout, c'est la même obligation que pour la maraude physique. Je suis obligé d'accepter les courses, sauf en cas de refus justifié. Évidemment, là aussi, on est en train de lister dans le décret d'application les cas de refus, et donc ça génère quelques échanges, puisque ce n'est pas tout à fait la même situation que la maraude physique, puisque vous ne voyez pas le client devant vous. Donc voilà, on est en train de lister ça, mais on est en passe de faire paraître notre décret, donc on est assez content. L'objectif donc, de ce projet, vous l'avez compris, c'est rendre visibles les taxis. Il y a 56 000 taxis en France et il y en a partout. À Paris, bien sûr, à Lyon, à Rouen. J'ai mis 3 copies d'écran, mais il y en a aussi à Angoulême, à Chambéry ou à Maubeuge et bientôt partout ailleurs. Le rayon dans lequel on le voit, évidemment, détermine la capacité à répondre à une demande en temps réel. Mais comme je le disais, ce rayon, on est en train de le définir et on a bon espoir qu'il permette de rendre opérationnelle cette maraude électronique sur pas mal de territoires. C'est donc les taxis, mais aussi les stations. On a commencé un travail, en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de stations partout en France. On peut penser que les stations de taxi, c'est un peu démodé, mais en fait, pas tant que ça. Là, vous avez une photo à Paris. La mairie de Paris a investi pour rénover ces stations de taxi récemment, là, cette année. Et par ailleurs, en province, elles sont pas mal utilisées comme espace de stationnement en attente d'une course. Et donc, ces stations, elles sont utilisées, sauf qu'il n'y a aucune base nationale de stations de taxi qui existe. La donnée n'est pas consolidée aujourd'hui. Et il y a encore moins la possibilité de connaître les taxis disponibles en station.
Donc, sur la copie d'écran que vous voyez à droite, c'est la métropole de Lyon et toutes les stations de taxi de la métropole de Lyon qui sont utilisées par les taxis, sauf que on n'a jamais eu l'information de savoir s'il y avait des taxis vraiment disponibles dans ces stations. Donc, c'est une information. Donc, à Lyon, ils ont une base de stations de taxi, mais donc on n'a pas l'information en temps réel. Avec ce qu'on fait, demain, on peut permettre d'afficher cette information, en plus donc, de tout ce qu'on veut faire de tout ce qu'on fait déjà sur la commande de taxi. Dans les applications, ce qu'on souhaite, c'est permettre d'afficher les stations de taxi et la disponibilité des chauffeurs en station. Vous voyez là une copie d'écran de Vélib. L'idée, c'est de faire exactement la même chose, mais pour les taxis. À droite, on a une copie d'écran de Paris Taxi. Paris Taxi, c'est une application de la mairie de Paris qui permet de commander un taxi. Et donc, eux, ils ont fait ce travail avec nos données de placer les taxis en station. Et donc, de savoir, c'est les carrés bleus que vous avez, vous voyez s'il y a des taxis qui sont présents en station ou pas. Et donc, ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est le faire à l'échelle nationale et surtout le diffuser en open data, puisque c'est une donnée qui est d'intérêt public et qui est, en tout cas pour les voyageurs, qui peut être très intéressante. Pour les AOM, cette brique, c'est une brique taxi importante pour les masses, pour toutes les applications qui sont en train de sortir. Ça a été évoqué tout à l'heure, il y a plein de territoires qui sont en train de construire ça. Et donc, du coup, couper le taxi aux autres modes, ça a beaucoup d'intérêt pour ces villes et pour ces outils. Tout à l'heure, j'ai entendu que le taxi, c'était pas vraiment c'était pas forcément évident de le mettre en intermodalité. Et moi, je pense au contraire que on peut bien sûr faire des parcours intermodaux hyper pertinents avec le taxi. Et quand on se rend compte qu'on peut faire juste quelques kilomètres en taxi et ensuite enchaîner sur du transport en commun, on a un rapport temps-coût qui est souvent optimal, bien plus que de faire tout en taxi ou tout en transport en commun. Donc, pour les AOM et pour ces masses, c'est vraiment faciliter l'accès aux services de taxi. Ah, mais je suis arrivé à la fin de la présentation. Voilà. Tout simplement. Alors, si vous avez des questions. Merci Olivier. Moi, j'avais une question que j'ai posée. Est-ce que vous êtes capable de préciser, tu sais, comme dans les applis des plateformes VTC, quel type de véhicule, si c'est green, hybride, électrique, si c'est équipé d'un siège enfant, tu vois, ce qu'on trouve habituellement. Est-ce que c'est des données que vous avez et que vous aurez quand on va cliquer sur la petite icône véhicule? Oui. Alors, j'ai pas. Ouais, alors quand on a la liste des véhicules, on a aussi les caractéristiques de ce véhicule. Ouais. En fait, on demande aux chauffeurs quand ils s'inscrivent, enfin, c'est les groupements souvent, donc, de nous renseigner ces infos-là. Donc, on a tous ces détails-là, en fait. Nombre de places, accès PMR, électrique ou pas. J'ai plus tous les détails, mais voilà, on a tout un tas d'informations. Je ne sais pas si ça répond totalement à toute ta question. Je sais plus. Ouais, si. Alors, une autre question de Ginny Wesley. Avec ça, quelle différence entre un taxi et un VTC? Alors, j'ai parlé de la maraude électronique. Et en fait, les taxis ont le monopole de la maraude électronique. Alors, évidemment, en fait, la question des liens entre les taxis et les VTC, vous savez que c'est un débat qui n'est pas nouveau et qui est très électrique. Vous avez des villes dans lesquelles, ou des pays dans lesquels les VTC n'ont pas la même réglementation qu'en France. Donc, par exemple, j'ai vu qu'à Barcelone, la loi les oblige à attendre 10 ou 15 minutes avant de prendre une course, à retourner à leur base, en fait, la loi qu'il y avait sur les VTC avant en France. Donc, du coup, Uber est parti de Barcelone. En France, les VTC, en réalité, font de la maraude. Parce que les taxis, ils n'ont pas le droit de faire de la maraude, mais ils le font, parce qu'en fait, ils sont sur des applications et on les appelle, y compris si on est à quelques dizaines de mètres. Donc, pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a assez peu de différences. Le VTC, ce n'est pas les mêmes règles de réservation. Normalement, ils ne peuvent pas transmettre en direct leur position. Ce qu'on voit sur Uber, ce ne sont pas la vraie position des taxis quand on ouvre l'application. Et donc j'ai tendance à penser moi j'ai plutôt tendance à penser que les services sont complémentaires. Et donc, si je veux un taxi tout de suite, on va dire plutôt une voiture avec chauffeur tout de suite et qu'il y a un taxi disponible, je devrais plutôt prendre un taxi. Après, je n'ai pas détaillé toutes les fonctionnalités, mais nous, on n'offre pas de paiement, c'est paiement en voiture. On n'a pas tout à fait les mêmes services. Voilà. C'est pas du tout le même modèle social. Effectivement, c'est pas le même modèle social.
Le taxi, c'est un transport public parce que c'est un peu financé par l'État et je crois que c'est dirigé. Alors, c'est pas le ministère du Transport, c'est le ministère de l'Intérieur, je crois, qui pilote les taxis. C'est un peu spécial. Oui, alors la DGTM, maintenant, il me semble que tout. Enfin, je ne sais plus, c'est Louise qui est là d'ailleurs, pour on va dire si tout est passé à la DGTM ou si le ministère de l'Intérieur fait encore des choses, mais c'est quand même grandement la DGITM. Et financé par l'État, c'est pas comme le transport public, on va dire quand même, parce que il y a pas de, il y a pas de financement, il n'y a pas de cofinancement, il n'y a pas de déficit des courses qui serait cofinancé. En revanche, le taxi, et la moitié du chiffre d'affaires des taxis en France aujourd'hui, c'est l'assurance maladie, puisqu'ils assurent les courses en fait, vers les hôpitaux des maladies. Donc c'est plus qu'un service public à ce titre, quoi. C'est un service de santé publique presque. Ouais. Ok, pas d'autres questions. Bon, ben, on va attendre avec impatience 2021 alors. Bah, alors oui, en tout cas, ce que je voulais dire ce soir, c'est qu'on est prêt et qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et alors, on peut réserver des taxis. Ah, il y avait d'autres questions. On peut réserver des taxis qui ne sont pas en maraude électronique. Non, le service ne permet pas de faire ça. Et Non, puis, non. le service permet-il de faire de la réservation et d'interagir avec les réservations? C'est-à-dire voir ma réservation, avoir des informations sur le taxi, couleur de véhicule. Ouais, alors avoir des informations, comme je disais, c'est fait partie des caractéristiques qui sont propres à chaque taxi et qu'on affiche. En revanche, c'est vraiment pour du temps réel, comme voilà, la logique de héler un taxi, quoi. Donc, il n'y a pas de réservation. En fait, par contre, ça peut se coupler dans des applications avec des services des services qui eux offriraient de la réservation. Et donc, du coup, on pourrait avoir les deux, quoi. On imagine bien nous deux onglets, temps réel tout de suite, départ tout de suite et départ plus tard, quoi. Et Loïse a répondu, donc les Oui. taxis sont entièrement réglementés par le ministère des Transports depuis 2017, comme les VTC. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Il n'y a plus d'histoire du ministère de l'Intérieur. Ils ont fort à faire dans d'autres secteurs. Eh bien, je te remercie. On va passer à la dernière présentation. Donc, c'est Maël Thomas. Maël, si tu es prêt, tu peux activer ta caméra et ton partage d'écran et ton Ouais, micro. c'est bon. Hop, vous m'entendez? Parfait. Donc, tu vas nous parler de vélo maintenant. Ouais, c'est ça. Je vais vous parler d'une initiative en fait qui est pardon, de construire un guide open source pour créer son vélo, enfin pour l'assembler. Et donc ce guide, cette idée a été présentée lors du hackathon vélo qui avait lieu il y a 2-3 semaines, qu'on a organisé avec la Fabrique des Mobilités et puis Velook. C'était un des candidats à ce hackathon. Donc le problème, assembler un vélo, c'est assez compliqué. Moi, j'ai mis très, mais ça dépend de l'appréciation de chacun. C'est-à-dire que quand on n'y connaît pas grand-chose, il faut quand même se taper pas mal d'heures de recherche pour avancer. Et aujourd'hui, les vélos qu'on achète en France, donc qui sont assemblés par des marques parfois en France, et ce qui vaut souvent un beau logo tricolore, sont en fait la plupart du temps faits en Chine, à Taïwan et récemment, depuis quelques années, on va dire, au Portugal, avec une production quand même de plusieurs millions de cadres au Portugal. Alors j'ai fait mes recherches, j'ai ces numéros-là, enfin ces chiffres-là, je ne sais pas s'ils sont fiables, etc., mais ça donne quand même une idée. Donc voilà, la Chine et le Portugal, pour un ouvrier, ont à peu près le même coût horaire. Donc j'étais étonné d'apprendre ça. En France, le salaire médian, c'est plutôt 20 euros par heure, donc 4 fois plus. Et faire un cadre, ça prend beaucoup de temps, quand on le fait en tout cas de façon artisanale. On a vu lors du choc du Covid qu'il y avait une pénurie de vélos. Donc en fait toute l'année 2020 en gros. Donc ça c'était un article d'il y a 2 semaines qui parlait de ça justement dans Le Monde. Et je me suis dit aussi, malgré cette pénurie, est-ce que vous voyez beaucoup de vélos dans les rues? Est-ce que vraiment la situation a changé chez vous? Alors je sais qu'à Paris, c'est assez le cas, c'est plutôt le cas, il y a beaucoup plus de vélos qu'avant. Je pense que dans le reste du territoire, ça n'a pas beaucoup changé en fait. On a toujours assez peu de vélos qui sont utilisés au quotidien partout.
Je fais la même remarque tout à l'heure que Laure sur la transition énergétique. Donc, le vélo va a priori être beaucoup plus utilisé. Donc, on peut se demander si on arrivera à en fabriquer assez ou à en réparer assez. Voilà, donc une solution que j'imaginais, c'est voilà, c'est pas forcément la bonne, et puis il en faut 10 000. C'est d'aider les gens en fait, à construire leur propre vélo, donc à l'assembler dans un premier temps. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un vélo libre? Donc, déjà, reprenons la définition du logiciel libre, ou en tout cas une des définitions. Donc, c'est du code qui est ouvert, donc c'est-à-dire que tout le monde peut regarder ce qui se passe. Ça veut dire aussi qu'on peut le prendre et le faire tourner chez nous. Donc, on peut se l'approprier et puis voilà, le faire marcher. Ça veut dire qu'il est contributif en général, c'est-à-dire qu'on peut le modifier, on peut apporter des changements, on peut l'améliorer. Et ça veut dire que c'est itératif, la plupart du temps aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un cycle de version tous les 6 mois ou tous les ans, on essaie de l'améliorer en permanence. Voilà. Et donc, à la Fabrique des Mobilités, on travaille sur le sujet du véhicule open source. Et on travaille sur le véhicule dans un sens assez large. Donc, ça peut vouloir dire la voiture, ça peut vouloir dire aussi des voitures légères qui sont particulièrement intéressantes. Ça veut dire aussi des vélos biplaces. Donc, ça, c'est un sujet porté par Nicolas Le Douarec. Donc, on va faire l'acquisition d'un vélo biplace pour expérimenter dessus. Donc, c'est pas un tandem, hein, c'est un vélo avec deux places un peu allongées. Et je voulais aussi, moi, explorer le sujet du vélo tout bête, en fait, ce véhicule qu'on n'appelle pas souvent véhicule, mais bon, c'en est quand même un. Et donc, pour parler un peu plus concrètement, donc dans une première phase, ce vélo libre, ce serait surtout voilà, un guide pour assembler un vélo, en sachant que derrière, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, il s'agit bien d'un modèle de vélo, donc pas un guide vraiment généraliste, hein, mais vraiment parler d'un modèle avec juste un jeu de composants et un usage bien précis. Donc, ce que j'imaginais, c'est un assistant donc, qu'on peut utiliser sur son téléphone facilement pour pas à pas acheter les composants, enfin déjà voir ce que sera le vélo, acheter des composants donc avec les liens mis à jour, etc. Peut-être aussi des informations sur l'état des stocks, pouvoir suivre en fait ce qu'on a acheté et ce qui est en cours de livraison, etc. Donc les opportunités, en tout cas une partie des opportunités, c'est de favoriser l'autonomie. Donc plutôt que de simplement juste acheter quelque chose, pouvoir essayer de le comprendre et de se l'approprier. C'est important notamment pour la formation professionnelle et une reconversion qui va probablement être de plus en plus nécessaire dans le temps. C'est aussi quelque chose qui moi, m'intéresse particulièrement, c'est de transférer en fait une partie de l'engouement actuel autour de la voiture et toute cette passion pour la mécanique, etc. Parfois, même souvent associée à la virilité et tout ça, donc peut-être la déplacer un poil vers d'autres modes de transport. Voilà, donc le fait de montrer la richesse aussi, ce qui passe aujourd'hui par des grosses voitures, peut-être que ça pourrait un jour aussi passer par des vélos personnalisés qui font un peu plus rêver. On voit notamment beaucoup d'entreprises qui se lancent en ce moment sur des vélos très particuliers, par exemple le vélo Angel. C'est un vélo qui a un design particulier, mais justement pour se distinguer, en fait. C'est ça l'unique but de cette entreprise, c'est de se distinguer et donner envie d'acheter. Voilà, j'aime bien cette photo. Arnold est connu pour se faire prendre en photo sur plein de vélos différents et je crois qu'il en a plusieurs. Et peut-être que bosser sur un vélo un peu plus ouvert, ça permettrait un jour de proposer ça plus comme une commodité, quelque chose de basique et peut-être innover aussi derrière. Donc concrètement aujourd'hui, où j'en suis, j'en suis dans la spécification d'un vélo. Et j'ai commencé à acheter les pièces. Donc voilà, je prétends vraiment pas que cette initiative est très avancée, hein, on est à la phase de construction. Et donc les phases suivantes viendront après. Donc vous pouvez, si ça vous intéresse, on peut en discuter. On a mis en place aussi sur le forum de la FabMob une petite rubrique qui en parle. On discute de ça.
Et vous pouvez voir sur GitHub aussi tout le code qui est en train d'être fait. Donc voilà. Peut-être que ça amènera à des forks, c'est-à-dire peut-être qu'on pourra avoir des variations de ce vélo, que je vais vous montrer après. Ce serait génial. Donc des forks, ça veut dire on change un composant, on lui donne un nom par exemple, etc. Peut-être qu'aussi ça pourrait être peut-être on va dire des business models, si on peut parler de ça à ce stade, ce serait de mettre en valeur des composants qui sont pas forcément qui peuvent galérer à être pris par les grandes marques. C'est une idée. Voilà, donc je vais vous montrer très rapidement, parce qu'il est quand même assez tard, ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous voyez toujours mon écran avec le site. Ouais, c'est bon. Cool. Donc voilà, ça c'est 3 idées de vélo. Je bosse sur Suite Gauche. Donc c'est un vélo de type gravel. Pourquoi? Parce que c'est assez polyvalent. Ça permet de faire un peu de VTT, ça permet de faire de la route quand on veut faire des sorties plus longues. Et ça permet tout simplement de se déplacer en ville avec des pneus un peu plus larges que des vélos plutôt typés course. Les autres idées, c'était de faire un vélo complètement minimaliste, donc essayer de viser le plus bas possible en termes de prix. Donc c'est un fixie, enfin c'est un single speed. Fixie, c'est une autre question. Et puis aussi l'idée d'essayer de construire un vélo français et de le documenter de A à Z. Alors d'après les informations que j'ai eues, pour l'instant, c'est pas possible aujourd'hui de faire un vélo français parce on sait plus faire de dérailleur. Donc on est incapable en France de produire un dérailleur. Donc, ou peut-être d'autres composants, mais donc ça va être compliqué, mais bon, on verra bien. Et donc, quand on clique sur le Gravel, en fait, on accède à un guide de construction, donc avec une petite description des stades d'avancement. Et surtout, voilà, la liste des composants, avec un peu de documentation à propos de chaque composant. Les choix possibles. Donc ici, par exemple, pour parler du cadre, parce que c'est quand même la pièce centrale qui définit beaucoup d'autres aspects du vélo, en termes de spécification notamment. Donc il y en a 3. J'ai essayé de viser des prix bas. Alors vous pouvez constater que c'est quand même 400 € le cadre. Donc c'est déjà assez notable. En fait, on ne peut pas aujourd'hui se procurer dans le commerce, sauf à être une grande marque, un cadre à moins de 370 € pour faire du gravel. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ici, par exemple, les étriers de frein. Donc il y a plusieurs choix. Vous avez peut-être aussi remarqué que les cadres sont plutôt tous en rupture. Donc ça, c'est assez compliqué aussi. Et ainsi de suite, voilà, pour tous les composants du vélo. En sachant que beaucoup de composants, en fait, peuvent être ensuite subdivisés encore en plus de composants, quoi, jusqu'à arriver à des pièces de plus en plus élémentaires. Voilà. Là, j'en suis à finir justement cette spécification. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'essayer de définir des contraintes. Donc, par exemple, si en fonction du choix du cadre, en fait, on va influencer les autres choix. Parce que le cadre, par exemple, a des axes particuliers, etc. Et ça, je ne sais pas, ça peut vite devenir compliqué, donc à voir. Voilà. Et donc, dernière chose, j'essaie de mettre en place un petit wiki, donc que tout le monde peut aller échanger là il y a des liens pour aller échanger ça sur GitHub, c'est tout simple. Et je développe notamment le sujet du cadre, qui est, comme je le disais tout à l'heure, vraiment la pièce centrale du vélo. Et la difficulté aujourd'hui de se procurer ce cadre. Et donc, une des pistes à explorer très sérieusement, c'est le cadre en bambou, par exemple. Le bambou, en fait, ça peut paraître un truc de rigolo au début, mais en fait, c'est complètement cohérent. Et c'est un des cadres en fait, qu'on peut vraiment produire de façon hyper locale. Dans tout endroit en France, on peut faire pousser du bambou et on peut l'exploiter. Et donc, il y a des marques ici, par exemple, qui font des cadres en bambou avec des jointures en carbone pour combiner le meilleur des composants. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, ouais.
Thomas demandait si on pouvait aussi imaginer un vélo européen et donc du coup j'ajoutais qu'il faudrait peut-être dans ce cas traduire le site dans d'autres langues, allemand, hollandais bien sûr, anglais, alors anglais même s'ils sont presque plus européens mais, mais bon c'est une langue quand même suffisamment importante et bien sûr Ouais. l'Europe du Sud et d'autres pays. Ouais, bien sûr. Bah, aujourd'hui, vraiment, j'en suis dans la phase de déjà construire ce vélo. Et ensuite, je vais essayer de m'assurer, bah, si c'est une expérience qui me semble intéressante, que d'autres puissent le faire et qu'ils aient accès à toutes les informations et qu'ils ne passent pas des heures et des heures à chercher des trucs qui sont déjà documentés. Et après, ouais, si ça intéresse en France, déjà, ce serait cool de pouvoir décliner ça avec peut-être un aspect se fournir localement en fonction des pays, quoi. Par exemple, à titre d'exemple, en France, on a quand même une industrie de la jante, on a une industrie du pédalier aussi, mais ce n'est pas forcément évident, par exemple, de combiner un pédalier français avec je sais pas, le reste d'une transmission Shimano. Donc ça mérite, je pense, d'être documenté. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des problèmes comment dire, d'interopérabilité aussi sur le vélo. C'est pas Ouais, que. ouais, complètement, complètement. Et on m'avait demandé pourquoi je partais sur un vélo neuf, en fait, et pourquoi pas justement partir de pièces d'occasion. Alors, c'est parce qu'on m'a conseillé de ne pas le faire, parce que l'occasion, c'est juste trop le bordel en termes de, en termes de compatibilité, quoi. Des fois, on en vient à vraiment bah, voilà, sortir le mètre pour mesurer des choses, parce qu'on ne sait pas à quelle norme ça correspond. C'est pas forcément normé. Enfin, c'était pas forcément normé. Ça l'est beaucoup plus aujourd'hui, même s'il y a des normes concurrentes. Il y a Claire Guiton qui demande si tu travailles avec des spécialistes plutôt côté mécano de vélo. Et moi, j'avais posé une question qui allait un peu dans ce sens, c'est-à-dire ajouter, tu vois, des associations comme il en existe dans certains endroits qui t'aident à réparer ou à entretenir ton vélo. Ouais, alors, en fait, pour tout vous dire, moi, je suis juste amateur de vélo, je suis pas du tout expert. Donc, j'ai discuté avec des mécanos vélo qui m'ont donné beaucoup de conseils, notamment sur le vélo. Je vais me rapprocher aussi d'associations qui ont des ateliers associatifs. À Paris, notamment, il y a la cyclo-officine que je vais aller voir dès que la situation me permet un peu plus. Parce que c'est clair que j'en ai pas parlé depuis le début là, mais le sujet du matériel pour monter le vélo est important aussi. C'est-à-dire que j'aimerais bien aussi chiffrer le matériel minimum sans entrer dans du luxe, hein, mais vraiment le matériel minimum qui est nécessaire pour monter un vélo. Enfin, pour monter ce vélo, en fait, précisément. Ok, et du coup, Thomas ajoutait, surtout européen, si tu envisageais un projet européen, ça te permettrait d'avoir accès à un marché plus large pour les pièces. Ouais, c'est sûr. Après, ouais, c'est vrai. C'est ce troisième vélo là qui était à droite de l'écran. Je pense que l'idée, c'est de s'en occuper dans une deuxième phase. C'est déjà assez compliqué comme ça, je pense, de se procurer des pièces sur le marché mondial, on va dire. Donc, si on se donne en plus des critères bien précis sur l'endroit d'où viennent les pièces, ça peut devenir, enfin, ça peut vite restreindre, en fait. Notamment au niveau du prix. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, le prix qui était calculé, en se basant sur les composants choisis aujourd'hui, c'était quand même 1 200 €, sachant que tout n'était pas là. Donc voilà, le vélo français, il ne coûtera pas 1 000 €, hein, il coûtera 3 000. Et il coûte déjà 3 000 quand on va dans des boutiques un peu plus artisanales qui justement font l'effort de se procurer des composants français. Est-ce que dans le côté produire local, faire soi-même, moi je pense vachement au Fab Lab et à la promesse des Fab Labs de dire bah voilà, tu vas pouvoir accéder à un Fab Lab dans ton quartier et tu vas pouvoir fabriquer des pièces quand tu auras cassé quelque chose sur une machine. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont faisables? J'imagine pas avec le cadre, parce que tu as l'air de dire que c'est quand même assez complexe, mais sur d'autres. Alors, non, en fait, paradoxalement, c'est assez facile de faire un cadre. Par exemple, un cadre carbone, en fait, concrètement, tu as un moule, tu colles des feuilles de carbone dans le moule.
Ensuite, tu aspires pour qu'elles se plaquent contre le moule. Tu mets de la résine pour les durcir. Et ensuite, tu mets ça au four. Et tu as ton cadre carbone, en fait. Et donc, il y a des gens qui le font dans leur garage. C'est sûrement intensif que, on va dire, en matériel qu'un cadre aluminium, par exemple. Donc, c'est faisable, en fait. Mais aujourd'hui, je suis pas trop bidouilleur non plus et je m'y mets en faisant ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, avoir les informations pour justement faire son cadre en carbone, c'est pas forcément évident. Je pense qu'il y a un manque de documentation quand même. Mais tout à fait par rapport à ce que tu dis, je pense que cette vision de petits ateliers participatifs, c'est une vision très intéressante et ça marchera d'autant plus que la documentation est ouverte et qu'on ne se base pas sur des pièces propriétaires, ce qui n'empêche vraiment pas les pièces propriétaires d'exister. Hein. L'idée, c'est d'avoir une base et que ensuite derrière des marques puissent innover et puis pousser les limites un peu plus loin, quoi. La question d'Aurélien, qui rejoint peut-être un petit peu ce qu'on vient d'aborder. As-tu pensé à des technos de type imprimante 3D ou fabrication additive pour résoudre le problème des pièces non disponibles en France, ton exemple du dérailleur, ou pour des dimensions spécifiques, ton exemple de la pluralité des normes ou des vieux vélos? L'imprimante 3D, j'en parle un peu dans cette page-là qui est toujours sur mon écran. Je crois que c'est il y a un an à peu près, il y a une boîte en Californie qui a annoncé un cadre en carbone imprimé. Donc en fait, je crois qu'ils impriment un fil continu de carbone pour faire leur cadre. Mais globalement, j'y connais pas grand-chose, hein, mais je crois savoir que l'impression 3D, c'est souvent utilisé pour faire des prototypes. Donc par exemple des moules, des petits objets, quand tu designes un truc, tu fais des protos et ça te permet d'aller très vite, d'itérer. Par contre, un dérailleur, je pense que c'est une pièce qui a quand même une tension assez importante. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, les technos d'impression 3D, ce soit pas très adapté à tout ça, quoi. Donc à moins de faire quelque chose de très spécifique comme impression. Mais voilà, je ne peux pas te dire plus, Aurélien, là-dessus. Et par contre, j'avais regardé, il y a des plans 3D qui existent, par exemple, pour des leviers de frein. Où là, on peut imaginer quand même que la pression est peut-être un peu... Ouais. Mais en même temps, si ton levier de frein casse, c'est pas marrant non plus. Donc, Si tu habites en Bolivie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? On va s'arrêter là, hein, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup aux intervenants, aux 6 intervenants ce soir, et merci aux participants aussi pour vos questions, les échanges. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, j'espère qu'on pourra reprendre peut-être en 2021 les meet-up en visio, c'est sûr que oui. Le prochain sera probablement au courant du mois de janvier. Si vous voulez être au courant des dates, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la page Kizio d'Eventbrite. Comme ça, vous avez directement, quand je publie une nouvelle invitation, l'information. Et puis sinon, après, c'est communiqué principalement sur les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. Si vous avez des envies de présenter des sujets ou si vous connaissez des gens qui pourraient présenter des sujets intéressants, n'hésitez pas à les router vers moi. Il y a toutes mes coordonnées dans les invitations sur Eventbrite ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Et puis, voilà, j'espère qu'on pourra faire des meet-up aussi en 2021. On se verra et on pourra prendre l'apéro ensemble. Et puis, bon apéro s'il y en a qui vont prendre l'apéro. Et puis, bon appétit si vous allez manger. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon apéro à tous. Ouais, au revoir. Salut Bertrand. Salut Christine, merci. Salut à tous. Ouais, enfin, on se rencontrait, je pense, avant, mais salut. Ouais, avec plaisir. Merci. Ciao.
Et bravo pour ta blague, Sylvain.